Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razier Express. Alors vous avez revêtu vos lunettes de soleil car c'est un jour de soleil aujourd'hui. Nous sommes devant le palais du Sénat, donc au surlendemain des élections sénatoriales qui ont vu le premier recul électoral de En Marche, le parti du président Macron, pour des raisons probablement de politique intérieure puisqu'il s'agissait des collectivités locales. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons parler de politique internationale en évoquant la dernière Assemblée générale de l'ONU, il y a de cela tout juste une semaine. Alors, les débats ont notamment porté sur la Syrie et l'Iran. Ma première question va porter sur la proposition de Macron de constituer un groupe de contact dans le cadre de Genève et de la 2254. Il reconnaît qu'Astana est un processus militaire qui a beaucoup avancé les choses, mais qu'il limite à la création de zones de désescalade. Il prétend que le processus politique, ça doit être Genève avec le P5 et l'ensemble des intervenants dans la région. Il veut se placer d'une certaine manière au centre de ce processus politique. Que pensez-vous de ses chances de réaliser ce projet ? Moi, je crois que le président a vraiment complètement tort et il est vraiment, comme on dit, out. Pour la simple raison qu'il a la même lecture que Fabius, c'est-à-dire que Genève 1, selon la lecture de Fabius, n'est-ce pas, et de l'équipe François Hollande, stipulait le départ d'Assad. Or, dans le texte, il n'y a rien qui dit cela, qui stipule le départ d'Assad. Donc, en fait, on est déçu. On a cru que, franchement, Macron allait changer de politique extérieure. En fait, il ne fait que continuer la politique du couple Hollande-Fabius. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Et c'est même un peu pire, parce que quand il juge que Astana, c'est juste des zones de désescalade, là aussi, il se trompe. Il veut minimiser le travail des Russes, des Iraniens et des Turcs parce qu'il est out, justement. Alors, ce groupe de contact qu'il veut créer, c'est de la bonne volonté, mais c'est, comme on dit en français familier, c'est un pétard mouillé. Hein, ça ne rime à rien. Un groupe de contact en accusant dans une conférence de presse suite à ce discours le président Assad de criminel de guerre et qu'il faut le juger. Donc il s'est fermé toutes les portes de Damas et la route de Damas, pour lui, c'est une impasse. Donc il fait du surplace, ça ne sert strictement à rien. Ça reste au niveau du vœu pieux, comme on dit. Il veut à nouveau remettre la France en selle en politique internationale concernant le dossier syrien, mais on a tellement commis d'erreurs du temps du couple Sarkozy-Juppé et après Hollande-Fabius qu'il est très difficile de rentrer en jeu. La France ne pourra rien pour la Syrie et je crois que même si la France voulait ouvrir une ambassade à Damas, ce serait non pour la Syrie. Parce que vous comprenez, il fallait ne pas dire que Assad est un criminel de guerre, parce que on sait très bien que les criminels de guerre sont dans les gouvernements successifs de la France durant les 6 années passées. C'est clair. Alors venir accuser le président, et puis il faut savoir qu'en parlant de zone de désescalade, ce qu'il espère, Macron, en disant que oui, c'est militaire, c'est qu'il va à nouveau aider l'opposition modérée, que l'on connaît, hein, dont on connaît la modération, d'attaquer l'armée syrienne et les Russes, ce qui s'est passé à Idlib, par exemple, il y a quelques jours. Et puis, franchement, que faisait ce soldat français sur le sol irako-syrien alors que nous, on avait dit, on avait envoyé 1200 soldats en Irak pour former les combattants. Alors là, il était sans doute sur le terrain de bataille. Vous voyez, tout ça est illégal, truffé de contradictions. Et puis la plus belle, c'est que quand il annonce une lutte et une réunion internationale
contre Daesh et qu'il ne faut pas pousser... Vous parlez de sa proposition de réunion internationale sur le financement du terrorisme, c'est ça? Le financement et puis l'Internet, qu'on doit surveiller l'Internet. Or lui-même, je ne sais quel conseiller lui a fait le discours, l'a laissé parler de Bana, cette petite Syrienne. Donc lui-même tombe dans le piège des médias de Daesh et de l'Internet, parce que cette petite fille Bana est une créature des médias de Daesh avec le soutien occidental, justement pour falsifier la vérité. Hein? Et là, c'est impardonnable, c'est une grosse gaffe. Franchement, il faudrait qu'il limoge ce conseiller qui lui a rédigé cette, cette première partie du discours où il dit avoir entendu Bana. C'est honteux. Oui, il s'est présenté comme le défenseur des oubliés et il cite cette petite Syrienne qui, on se le souvient, était présentée comme victime des bombardements russo-syriens pendant la phase de libération d'Alep, ce qui permettait de montrer que l'armée syrienne et les Russes donc bombardaient les civils, commettaient des crimes épouvantables. Oui. Alors là, permettez-moi une précision. C'est vrai que la petite Bana, la pauvre innocente, tombée dans le piège des parents, du père qui fait partie d'Al-Safwa, n'est-ce pas, légion de liquidation physique d'Al-Nusra, elle était bel et bien sous des bombardements. Mais on oublie de dire que sa maison est au milieu d'une dizaine de centres de terroristes islamistes à Alep. Ça, on oublie de le dire. Donc, s'il se fait la voix des gens qu'on n'entend pas, ben là, franchement, il s'est fait la voix de Daesh et d'Al-Nusra. C'est vraiment grave. Enfin, moi, franchement, je dirais, je n'impute pas cette erreur au président. Je crois qu'il faut qu'il fasse le ménage à l'Élysée parmi ses conseillers. Vous avez des informations à ce sujet? Non, je ne sais pas qui lui a conseillé ça, mais quand on apprend qu'il s'est constitué toute une légion spéciale rattachée à l'Élysée de services secrets, on se demande comment tous ces gens-là, ça leur a échappé que Bana était une victoire de Daesh sur l'Internet. Enfin, et lui, là, honnêtement, il se fait le porte-parole des islamistes sans le savoir. C'est ça le plus ridicule. Non, moi j'ai une autre idée de la présidence de la République française et de l'Élysée. Mais pour revenir à son projet donc, de règlement politique inclusif en Syrie, comment évaluez-vous ses chances de parvenir à une négociation globale sur l'après-conflit en Syrie qui s'envenime ces derniers temps? Oui, moi je crois que, comme je l'ai dit, hein, la France n'a plus rien à faire. Elle ne fera que du suivisme américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le terrain, elle n'a personne. Elle a quelques, je ne sais pas le nombre de soldats, du côté des Kurdes. Donc, là, notre présence française en Syrie se résume à une opposition fantoche désavouée des bailleurs de fonds, puisque les Saoudites eux-mêmes ont dit par la voix de l'ex-premier ministre qui a fui la Syrie dans un camion poubelle, ce monsieur Hijab, n'est-ce pas? On lui a dit qu'il faut accepter le non-départ d'Assad. Donc, ça c'est le premier point, si vous voulez. Politiquement, l'opposition est fantoche, elle n'a plus rien. Elle est même lâchée beaucoup par les bailleurs et les Américains. Il reste quoi? Il reste le rôle des États-Unis avec les Kurdes. Et là, on a des soldats près de Ain al-Arab, Kobané, c'est sûr, puisque Le Drian, qui ne fait d'ailleurs que continuer la politique de Hollande, c'est aussi décevant. Et là, permettez-moi de faire une parenthèse. Je crois que le soutien que donne Macron à Le Drian, à Fabius, c'est un peu pour jouir du soutien socialiste. Parce qu'en fait, on a vu la République en marche. Est-ce qu'il soutient la politique de Fabius? Il a clairement dit dans son discours aux ambassadeurs qu'il voulait en finir avec la politique néoconservatrice qui était promue par ce ministre Fabius. Oui, mais tant qu'il dit que Assad est criminel de guerre, il n'a plus aucune chance. Donc, nous, on est du côté américain. Alors là, c'est vrai que c'est très délicat. On n'a pas, je ne sais pas, hein, le nombre de soldats du côté kurde. Mais on a sûrement des soldats, hein, parce que
dans un entretien précédent, j'avais parlé d'une petite base, d'un centre de commandement français près de Ain al-Arab Kobané, du côté syrien kurde. Maintenant, il se trouve que les Russes et les Américains se trouvent nez à nez à Deir ez-Zor. C'est peut-être le moment ultime de la crise entre les Russes et les Américains ou la coalition occidentale. C'est-à-dire comme avec l'aide des Américains, les daéchistes ont pratiquement assassiné un général russe qui était là. C'est pas, il n'aurait pas pu faire ça. C'est ce que le ministère des armées russes laisse entendre, en effet. Exact. Comment ils ont pu? C'est qu'ils ont des moyens de communication, ils ont tout l'appareillage d'espionnage satellitaire et autres des Américains. Donc là, si vous voulez, la France n'a plus de rôle. C'est en fait entre les Américains et les Russes. Alors, c'est entre les Américains et les Russes aussi dans les zones de pacification. Vous voyez, là aussi, peut-être que les Américains vont aider. Et ça, on le sait parce qu'il y a quelques jours, on a vu traverser la frontière irakienne des blindés américains, des tanks, de l'artillerie lourde qui avaient pour destination Daesh ou les Kurdes. Pour le moment, Daesh et les Kurdes, avec la bénédiction des Américains, font bon ménage. Remarquez, les Kurdes, au départ, n'ont pas livré bataille contre Daesh. Il faut rappeler vous évoquez là les forces démocratiques syriennes qui font SDF, je crois, en anglais. Exact. Exact. Où était peut-être ce soldat qui a été malheureusement tué dernièrement? Oui, mais eux ont parlé de frontières syro-irakiennes. Les forces que vous avez citées sont plus du côté de la frontière syro-turque et qui avancent vers Deir ez-Zor. Vous voyez? Alors j'ai une petite question, Wassam Tan. Hier a eu lieu, ou dimanche plutôt, a eu lieu le référendum dans le Kurdistan irakien. Macron, le président Macron, n'a-t-il pas un discours très ambigu sur toute cette crise, dans la mesure où il a déclaré fermement qu'il souhaitait que le dirigeant kurde irakien se maintienne dans le cadre de la constitution irakienne et respecte la politique du Premier ministre. Alors, est-ce que d'un côté, il œuvre avec les Américains pour créer une zone kurde en Syrie, et de l'autre, il maintient l'intégrité du territoire irakien, intégrité du territoire syrien qu'il revendique également au nom de la 2254? Vous voyez, très bonne question, Frédéric Sayot. C'est toute l'ambivalence de la politique américaine et la nôtre aussi, parce que nous, on suit la politique américaine concernant la question kurde. Alors, les Américains aident les Kurdes de Syrie, soi-disant force démocratique, parce qu'il y a effectivement des chrétiens syriaques qui y ont adhéré, d'autres ne l'ont pas fait, et les Américains sont un peu embêtés, parce qu'ils veulent bien accorder une indépendance aux Kurdes, mais pas en ce moment. Ça les embête. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Irak. Et d'ailleurs, si ça continue comme ça, je crois que le Premier ministre Abadi ou même le peuple irakien va dire aux Américains, dégagez. D'ailleurs, toute cette présence américaine auprès des Kurdes est illégale. Et le ministre Moallem, le ministre des Affaires étrangères syriennes, a bien fait de le souligner, que c'est des gens qui sont là en occupant. Ils n'ont aucun droit d'entrer en Syrie. Et sans doute, tôt ou tard, vous savez, les zones sensibles, c'est-à-dire Idlib avec le bouclier de l'Euphrate des Turcs, la zone kurde soutenue par les Américains et très peu de présence française, on est là comme des figurants, comme quoi la France est avec les Américains. Avec la coalition, oui. Oui, et le sud. Or, le sud, c'est-à-dire tout près d'Israël et de la Jordanie. Là aussi, voilà les trois zones problématiques. Les autres zones ont été vraiment pacifiées. Alors, on a vu que les Russes n'ont pas hésité à bombarder il y a quelques jours par des missiles calibre ailé, n'est-ce pas? Ce qui a trompé Al Jazeera. Ils ont cru que c'était des avions bombardiers, alors qu'en fait, c'était tout simplement des missiles calibre qui ont bombardé des islamistes à Idlib. Alors, donc, cet Idlib où on a réuni tant et tant de réfugiés modérés islamistes, donc, il se trouve que là, ils sont à Idlib et tôt ou tard, sans doute, ils vont se faire liquider.
J'en Alors, avais j'ai parlé. un petit Oui, scoop là, oui. l'aviation russe a bombardé et Deir ez-Zor aujourd'hui et Idlib, elle a commencé hier d'ailleurs, probablement donc en représailles de cette attaque d'un poste de la police militaire russe avec des, des, des- des divisions, des éléments syriens donc dans la zone de désescalade d'Idlib. Exact, exact. Mais vous voyez, le bombardement par missile calibre a eu lieu avant les bombardiers russes. Oui, oui, oui. C'était d'ailleurs, le ministre russe a bien précisé que c'est sans doute sous instigation américaine que le groupe Esham al-Nusra d'Idlib s'est attaqué à un centre russe de pacification. Bon, il n'y a pas eu de mort parmi les soldats russes, mais il y a eu quand même 2 véhicules mis hors de combat, touchés. C'est par l'aviation que cette attaque, beaucoup plus nombreuse que le centre russe, a été contenue par l'attaque aérospatiale russe, voyez-vous. Donc voilà pour ce qui est d'Idlib. Idlib, c'est aussi programmé. Alors peut-être, comme on ne fait que soutenir les islamistes depuis le début de cette crise, il est fort possible également que la France commette une autre bêtise et vienne au secours des islamistes d'Idlib. Parce que n'oubliez pas une chose, cet Idlib, tout le nord d'Alep, était considéré par la France comme zone libérée et on a versé de l'argent et on a voulu même administrer cette zone en coloniale, comme si on était mandaté pour gouverner la Syrie. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a eu le drapeau de cette opposition qui n'est rien d'autre que le drapeau du mandat, ce qui est ridicule. Des gens qui se révoltent, qui veulent la démocratie, et ils optent pour le drapeau du mandat alors que tout le peuple syrien s'était révolté contre ce drapeau. Ça me permettait que j'aborde le deuxième volet de notre entretien. Macron souhaite donc intégrer l'Iran à la recherche d'une solution politique inclusive, comme il dit, pour la Syrie. Les USA y sont opposés ainsi qu'Israël parce qu'ils condamnent catégoriquement le régime iranien. Comment voyez-vous les choses évoluer? Là aussi, vous savez, l'attitude française ne pèse pas lourd. Parce qu'en disant que c'est un bon accord, c'est-à-dire on va attendre 2025, d'accord, mais d'ici 2025, vous savez, peut-être que Macron ne sera plus au commandement et on peut dans ce cas-là imaginer d'autres scénarios. Maintenant, évidemment, en ajoutant que le problème n'était pas le nucléaire, mais que c'était tout simplement l'histoire balistique, ça je crois que n'importe quel État a le droit d'avoir des missiles. Et vous voyez, là, ça me rappelle un peu l'attitude de la Corée du Nord qui répond à la France pour le nucléaire. Pourquoi la France conserve des missiles nucléaires? Donc, d'ailleurs, la réponse iranienne n'a pas tardé. Il y a quelques jours, l'Iran a répondu à ce défi américain et français en lançant un missile intercontinental. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que cette force balistique iranienne, et je rappelle, malgré les sanctions, c'est tout comme la Corée ou le Pakistan, beaucoup de pays sont arrivés au nucléaire ou ont développé une force balistique malgré beaucoup de sanctions. Donc là, même si on oublie tout le nucléaire, c'est-à-dire même si l'Iran n'a pas d'ogive nucléaire, déjà la force balistique de l'Iran est capable de répondre à une attaque, qu'elle soit américaine ou israélienne. Parce que le nombre de missiles dont dispose l'Iran avec ses alliés, j'entends bien, le Hezbollah et la Syrie, vu la superficie actuelle d'Israël, l'Israël ne peut pas mettre en danger l'Iran, la Syrie et le Hezbollah. Et là, j'ajouterais quelque chose, c'est qu'un haut diplomate américain, ex-ambassadeur, a dit qu'il y avait des canaux secrets avec l'administration Trump pour négocier avec le Hezbollah.
Ça ne veut pas dire que Trump va suivre, mais ça montre franchement qu'ils sentent bien qu'il est très difficile de réduire l'axe de la résistance dont le cœur est Téhéran, Damas et le Hezbollah et Bagdad, tout ça, au silence. On ne peut pas. Bassam Tahan, Israël et les USA, donc, lors de cette dernière Assemblée générale de l'ONU, ont fait un procès, selon eux, en règle dictatorial et expansionniste au Moyen-Orient, comme vous venez de le décrire. Ils veulent dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, que Macron, lui, au contraire, veut conserver, quitte à l'aménager sur le plan balistique et sur le plan donc de ce qui va se passer après la fin de cet accord en 2025. Y a-t-il là, d'après le scénario que vous avez commencé à ébaucher, un risque de spirale à la coréenne? Vous savez, parlons déjà de la spirale coréenne. Vous savez, ce que dit Trump à propos de la Corée, c'est-à-dire qu'il faut détruire toute la Corée, militairement, c'est juste. Laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire que si l'Amérique... Vous avez toute l'attitude pour vous expliquer. Vous êtes là pour ça. D'accord. Si les États-Unis n'arrivent pas à paralyser la Corée du Nord, les communications, de manière à neutraliser la force de frappe balistique nucléaire qu'ils ont, hein, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de détruire toute la Corée de manière à ce que la première frappe, c'est toujours un problème de première frappe, de manière à ce que la première frappe vraiment réduise à néant toutes les forces balistiques et nucléaires de la Corée avec tous les dangers que ça comporte. C'est que s'il y a des explosions nucléaires, ça peut toucher la Corée du Sud, qui est un allié. Toute la région, oui. Bien, toute la région. Mais donc, ça ne sert à rien de disserter, d'essayer d'intimider la Corée du Nord. La Corée du Nord, tout comme le Pakistan, aujourd'hui, a les moyens balistiques et nucléaires de se défendre. Et, vous êtes catégorique là-dessus. Ah oui, non, ou alors, c'est vrai. De se défendre, oui. Ah oui, oui, de se défendre. Ils ne vont pas attaquer parce que, enfin, tout dépend aussi de dérapage verbal de Trump. Parce qu'on a affaire à deux excités et on peut avoir... Mais revenons oui, quand même donc à la situation iranienne, parce qu'il me semble qu'elle est grosse de conflits aussi. Donc vous voyez, pourquoi j'ai parlé de la Corée? Parce que l'Iran est sur la même voie au niveau balistique. Est-ce que Israël, les États-Unis et leurs alliés peuvent, par une première frappe, neutraliser toutes les communications iraniennes, de manière à ce que l'Iran ne puisse pas tirer des missiles vers Israël, vers l'Arabie Saoudite, vers le Golfe arabo-persique et autres? Eh bien, la réponse aussi est négative. Hein? C'est très difficile, parce que déjà, l'Iran est beaucoup plus vaste que la Corée. Hein? Donc, on va si vous permettez, Bassam Tahan, que je vous coupe, Netanyahou, donc, dans son discours à cette Assemblée générale, a déclaré qu'il ne laisserait pas l'Iran avoir des bases permanentes en Syrie, terrestre, maritime et aérienne, qu'il ne laisserait pas l'Iran fabriquer des armes en Syrie et au Liban, et qu'il empêcherait l'Iran d'installer des défenses le long de la frontière nord d'Israël. Alors qu'en est-il exactement? Il ne s'agit pas simplement de la superficie du territoire de l'Iran, il s'agit aussi de son influence, y compris militaire, dans toute la région. Vous savez, merci de m'avoir posé cette question. Ça rejoint un peu une autre question qu'on se pose. Pourquoi la Syrie ne répond pas? Quand Israël bombarde son usine, par exemple, près de Msiaf, l'usine de missiles, pourquoi elle ne répond pas? Les bombardiers israéliens profitent du flanc mou qui est le Liban, le flanc mou de la Syrie, pour tirer des missiles à côté, par exemple, de l'aéroport de Damas. Il y a là une inconnue, c'est que on ne répond pas si on a de nouvelles armes. Les nouvelles armes de réponse, on les garde toujours pour une nouvelle guerre. Or, aujourd'hui, la Syrie ne cherche pas la guerre avec Israël. Vous voyez? C'est Israël qui provoque, et là, les experts israéliens l'ont compris. Ils ont dit, mais c'est curieux quand même que la Syrie ne réponde pas. Hein? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle réponde? C'est que, sans doute, la Syrie cache des armes. Hein? C'est un peu comme la guerre de 73. Alors, est-ce que Israël va permettre aux Syriens d'accueillir des forces iraniennes, de créer des usines et des... Mais ça, les usines existent
iranienne. Et bien sûr. Et les Israéliens n'ont fait que bombarder une usine, un centre de recherche. Hein, c'est ce qui correspond au CNRS en Syrie. D'ailleurs, c'est la France qui a créé ce centre de recherche avec les classes préparatoires dans les années où Paris et Damas s'entendaient très bien. Donc, toute cette histoire de menace qu'on ne laisserait pas l'Iran avoir des bases navales, Israël ne peut pas. La Syrie est un pays souverain. C'est un État de droit, n'en déplaise à Netanyahou et à Macron. Si Damas décide de donner des bases aérospatiales ou navales à l'Iran, ni les États-Unis, ni la France, ni Jérusalem ou Tel Aviv, selon les points de vue, ne pourraient l'en empêcher. Alors j'ai une dernière question, Bassam Tahan. Rouhani, donc le président iranien, prêche la modération. Sur quoi il a basé tout son discours à cette Assemblée générale de l'ONU? Il a rappelé que l'Iran a aidé les Juifs persécutés au moment du premier exil de Babylone, ce qui ne nous rajeunit pas, mais il a déclaré qu'aujourd'hui l'Iran soutenait les Palestiniens, accusant le régime israélien actuel d'être un régime raciste et d'usurper les terres. N'alimente-t-il pas les positions de Netanyahou en adoptant une position non négociable? Je ne pense pas que ce soit une position non négociable. Pour revenir à tout ce rappel biblique et historique, c'est-à-dire que Rouhani, d'après les discours que j'ai analysés de lui, pense qu'aujourd'hui, les Juifs qui ont été expulsés sont les Palestiniens. Vous voyez, il faut voir dans la pensée iranienne actuelle, cet amour des Palestiniens n'est pas fondé sur un amour, une solidarité islamique. C'est pas vrai. Hein. C'est qu'on sent que c'est dans la pensée chiite, n'est-ce pas, les mustadafin, c'est-à-dire les laissés pour compte, les mal nantis, sont les Palestiniens. C'est à ce titre-là que, si vous voulez, on aide les Palestiniens. Mais il y a quand même une volonté de la part de l'Iran à se positionner en défenseur de l'ensemble de l'islam, y compris les sunnites. Oui, mais si vous voulez, pour ce cas palestinien, c'est entre parenthèses, c'est plus complexe que ça. Vous avez raison de dire que la figure de proue aujourd'hui de l'islam, c'est pas le sunnisme. Aujourd'hui, la force musulmane dans le monde, c'est plus les chiites. Autrement, on va tomber dans le piège dans lequel est tombé Macron en faisant la propagande de Daesh et en parlant de Banna et je ne sais qui. Vous voyez, ça ne va pas. Maintenant, dire ça, ça cache en fait quelque chose. Parce que pendant cet été, Macron est entré en contact avec l'Iran. Comme des diplomates conseillent à Trump d'entrer en contact avec le Hezbollah, Macron, lui, est déjà entré en contact avec Rouhani pour dire que dans ce groupe de travail sur la Syrie, on n'exclut pas l'Iran. Donc il y a des canaux secrets, voyez-vous. Et en plus, parce que l'Iran représente un gros marché pour la France, et voyons que les Américains étaient en train de nous enlever tous les contrats en Iran, il faut négocier le politique et le commercial. C'est pour cela qu'il a parlé de tourisme commercial. En confiant ça à M. Le Drian, je ne pense pas qu'il fasse le poids, M. Le Drian, franchement, avec ses attitudes si radicales vis-à-vis de tant et tant de choses en politique extérieure. Merci Bassam Tahan pour ce tour d'horizon très complet sur le Moyen-Orient. Merci Eurasie Express, à la prochaine. À bientôt.